Et bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane, vous êtes bien sur la chaîne La Fabrique du Progrès, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Nous allons commencer avec cette vidéo par commencer le fil rouge principal de ce mois d'août que nous allons passer ensemble. Vous n'avez probablement jamais entendu parler d'Anne-Sophie Girard, en tout cas son nom ne vous dit peut-être rien, tout comme sa sœur jumelle, Marie-Aldine Girard. Elles sont pourtant particulièrement connues pour avoir co-écrit toutes les deux un ouvrage dont vous avez bien évidemment déjà entendu parler, dont le titre est « La femme parfaite est une connasse ». Pour notre plus grand bonheur, cet ouvrage est disponible en PDF très facilement. Je l'ai trouvé, j'ai tapé le nom du livre avec PDF derrière, je suis tombé dessus, voilà, tout simplement. Et il se trouve que, étant donné que, ma petite vie de famille, tout ça, ça me satisfait plus, je me suis dit, je vais aller me lire un bon livre qui va me foutre la déprime pendant plusieurs jours. Et puis voilà. Alors déjà, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on va analyser la quasi-totalité de cet ouvrage ensemble au cours de 5 vidéos ? Oui, 6 vidéos, pardon. Parce que cet ouvrage est sorti en 2013, qu'il a très mal vieilli et qu'il est une fenêtre sur deux choses. Premièrement, la misogynie intériorisée de certaines femmes, parce qu'il y a énormément de propos extraordinairement misogynes dans cet ouvrage, je n'en revenais pas de lire ce que j'ai lu. Et deuxièmement, parce que c'est aussi, qu'on le veuille ou non, un ouvrage qui a été une sorte de précurseur de velléité féministe chez certaines. Ça paraît dingue, mais j'ai certaines militantes avec qui j'ai milité longtemps, qui je milite toujours d'ailleurs, qui me disent que ça a été un livre qu'elles ont lu où elles se sont dit « Ah, mais je suis pas obligée d'être une femme de telle et telle façon », et que pour elles, c'est une forme de réflexion féministe pré-MeToo, très maladroite, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je pense que ça va être beaucoup plus intéressant à analyser que ce que vous ne pouvez l'imaginer. Et comment ça va s'organiser ? Le livre est divisé de la façon suivante, voilà. Il est divisé en 30 règles humoristiques. On va lire chacune de ces règles. Voilà, je vais vous les montrer et on va les commenter ensemble. Et on va réfléchir un tout petit peu à comment se fait-il qu'à l'époque, ce genre de choses ait pu être prononcé, c'était quoi le contexte presque socio-historique, et pourquoi aujourd'hui tout ceci est discutable. 30 règles donc, nous allons faire 6 vidéos ensemble. C'est-à-dire qu'il va y avoir à chaque fois 5 règles. On va avoir les règles 1 à 5 dans cette première vidéo. Dans quelques jours, sortir une autre vidéo et vous verrez les règles 6 à 10, puis 15 à 20, puis 10 à 15, puis 15 à 20, puis 20 à 25, puis 25 à 30. Et pas ainsi de suite, puisque ça s'arrête à 30. Voilà. Et vous allez voir que très sincèrement, on a un aperçu de où est-ce qu'on en était dans les luttes sociales de genre à cette époque-là. On fait quand même du chemin. Je veux dire, rien n'est parfait aujourd'hui. Beaucoup de choses sont encore très discutables. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais je vous garantis qu'on a fait du chemin. Règle numéro 1. On arrêtera de montrer à notre coiffeur la photo d'une mannequin blonde aux cheveux bouclés, alors qu'on est brune aux cheveux filasses. Bon, écoutez, ça commence fort. Bon, quand même, qu'est-ce qui fonctionne ? C'est la situation un peu commune, l'envie de vouloir ressembler à une célébrité, alors que notre morphologie ne s'y prête pas particulièrement. Sauf qu'en fait, ça part d'un présupposé, et ce présupposé, évidemment, ce serait que les femmes accordent une place centrale à leur apparence, et que cette quête, du coup, d'apparence est une quête essentiellement féminine. Et ça, évidemment, c'est critiquable. Ce livre est un condensé de contre son camp, comme ça, où on voit exactement ce que c'est que, quelque part, un féminisme ultra-libéral, quoi. Le féminisme capitaliste par excellence, qui est très souvent critiqué par les mouvements de gauche et par les féministes de gauche, enfin bref. Donc évidemment, non seulement ça peut être critiqué, de laisser sous-entendre que les femmes seraient ainsi, sachant qu'en plus de ça, les hommes sont très attachés à leur apparence physique, en plus de ça, mais bon, on pourrait dire que c'est un livre qui s'adresse aux femmes, donc bref. Mais ça aurait pu être un peu plus riche si ça attaquait les injonctions esthétiques, en fait. En attaquant les injonctions esthétiques, là, d'un seul coup, on produit un discours qui s'oppose à des dictates. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, on crée, pour le coup, un discours qui pourrait être un discours un tout petit peu politique que arrêtez de demander à votre coiffeur d'avoir l'air d'une bombasse alors que vous ne ressemblez pas à une bombasse. Donc là, vous voyez, après, c'est toute une litanie vraiment de propos censés être humoristiques, mais qui sont, au fond, assez misogynes quand on y pense. Bref. Règle numéro 2. Alors, les femmes, s'il vous plaît, arrêtez de faire croire que vous êtes enceinte pour avoir une place assise dans le bus. Alors, ce truc, si je vous en parle, si vous êtes d'une génération un peu antérieure à la mienne, ça a été un raz-de-marée. Ça a été un immense succès littéraire. La femme parfaite est une connasse. Je pense que vous n'imaginez pas, à tel point qu'il y a eu une suite que je n'ai pas lue, pardonnez-moi. Je n'y jetterai pas un coup d'œil. Bref.
Pourquoi c'est rigolo quand même? C'est rigolo parce que c'est complètement exagéré, évidemment, c'est absurde. Bon, c'est un pastiche, quoi. C'est vraiment une sorte d'humour basé sur la transgression, quoi. On est prêt à faire croire qu'on est souffrant à cause d'une grossesse, je sais pas, potentiellement compliquée pour pouvoir s'asseoir. Bref, évidemment, personne ne voit ça comme un conseil sérieux. Sauf que, en fait, c'est quand même une plaisanterie qui présuppose certaines choses, à savoir que les femmes, elles utilisent des petits mensonges pour obtenir ce qu'elles veulent, que la grossesse, ça pourrait être un outil social, ou que c'est une ruse typiquement féministe. Et évidemment, je critique particulièrement ça, mais décidément, j'oublie en ce moment quasiment systématiquement de couper la sonnerie de mon téléphone, je m'en excuse. Ça va faire la 3e vidéo en un mois dans laquelle ça m'arrive. Je vais faire un petit peu attention. Le problème, c'est que ça reste c'est une blague, elle serait prononcée par un homme, on dirait, ok, encore un homme qui a le cliché de la femme manipulatrice, qui utilise son corps ou sa condition pour obtenir des privilèges. C'est vraiment le discours masculiniste par excellence. Et évidemment, c'est pas du tout un stéréotype qui est propre à ce livre, qui est propre à ce chapitre ou quoi que ce soit. Ça traverse totalement la culture populaire et nos croyances collectives. Et surtout, il faudrait pas oublier une chose, c'est que la grossesse, ça peut revêtir d'une situation particulièrement difficile et délicate dans certaines situations. Il peut y avoir des périodes plus difficiles que d'autres pendant la grossesse, et donc il faudrait surtout pas mettre de mauvaises idées dans la tête des personnes qui liraient ce livre. Comment on aurait pu faire ? Elle aurait pu généraliser à toutes les petites stratégies utilisées, qu'elles soient, et surtout des stratégies qui seraient pas du tout genrées, par exemple, qu'on puisse pas le relier directement au rôle des femmes, faire semblant de téléphoner pour éviter quelqu'un qui veut nous parler dans la rue, par exemple, regarder son téléphone pour faire croire qu'on n'a pas vu que quelqu'un voulait s'asseoir. Vous voyez, ça aurait pu être un petit peu moins sur des ressorts dont on sait qu'ils pourraient quand même favoriser certains types de discours. Bref, et puis après, toute une série de conseils absolument passionnants. Parfait. Voilà, là, on vous demande de vous noter, hein. Et on vous dit, en fait, comment on fait ? On fait la moyenne entre la note qu'on se donne. Moi, je pense que je suis 8 sur 10. Ma meilleure amie me dit que je suis une 9 sur 10. La moyenne, c'est 9,5. Ça fait 8,5 sur 10. Vous divisez par 2, vous avez votre vraie note. Aïe, 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 aïe. C'est une autre époque. Non, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, 2013. Hein. Enfin, je veux dire, c'est une autre époque. On détestera la nouvelle petite amie de l'ex de notre meilleur ami. Toujours. Bon, ça n'a pas bouleversé. Hein. C'est pas le développement personnel que vous attendiez. Je vais pas vous le cacher. Bon, c'est rigolo quand même. Ça joue sur une sorte de réflexe de solidarité entre amis, de solidarité un petit peu aveugle, une sorte de brocode féminin, de solidarité féminine comme on entend parfois. Quelle horreur cette expression. On a tous pris tout à fait spontanément le parti d'un proche, simplement pour le soulager. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a des moments, c'est pas le moment, en particulier après une rupture, de lui mettre la tête sous l'eau, quoi. Il y a des moments, c'est peut-être bien de faire preuve d'un peu d'empathie, d'écoute. Et une fois que tout ça est passé, commencer à travailler sur la responsabilité des uns et des autres, quoi. Sauf que le problème, c'est qu'il y a encore un présupposé féminin là-dedans. Comme si les femmes seraient jalouses entre elles ou qu'elles formeraient des clans opposés, comme si la rivalité féminine était inévitable. Et ça, vraiment, ça pour le coup, c'est tellement caractéristique d'un homme ultra manipulateur dans un groupe particulièrement féminin d'aller monter les femmes les unes avec les autres et puis de dire après que les femmes, elles sont rivales. C'est du cliché misogyne. Et d'ailleurs, ce truc de rivalité va énormément revenir dans le bouquin, comme vous le verrez. La jalousie, elle existe évidemment chez tout le monde, mais en fait, ce qui est discutable, c'est de transformer la jalousie en une sorte de trait constitutif de la féminité. Et ça va pas. Parce qu'il y a une forme d'essentialisation là-dedans qu'il faut absolument éviter. Et à force d'accumuler des blagues de ce type, en fait, le livre finit par construire une image au sein de laquelle les relations entre les femmes, elles seraient en fait spontanément faites de compétition, quoi, et de méfiance. Bref. Comment on aurait pu faire ? Qu'est-ce qu'on aurait pu dire à la place qui aurait aussi très bien fonctionné dans un livre qui se veut humoristique ? Ça aurait pu être fait en parlant des amis en général, de l'absurdité de prendre certains partis pour faire du bien à un ami alors qu'on sait qu'il serait complètement en tort, par exemple. Ça aurait pu concerner des hommes, mais bon, encore une fois, le livre est concentré sur des femmes. Et peut-être mettre en avant le fait que c'est pas grave de mentir un petit peu à ses amis par loyauté pour essayer de leur faire du bien. Voilà. Allez, 4e règle, vous allez voir que là, on voit... Avec la 4e règle, on voit un truc qui va se dégager très nettement par la suite. C'est que les observations qui sont faites sont toujours décalées, toujours drôles, c'est bien écrit, vraiment c'est rigolo, enfin bien écrit, bon, c'est rigolo en tous les cas. Ça repose sur des générations, des généralisations, voilà, les femmes sont, les hommes sont, etc. Donc la règle numéro 4, vous allez voir, je l'aime bien aussi. On ne dira jamais en public, je trouve qu'il est sexy Bob l'éponge. Alors vous allez voir, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Qu'est-ce qu'elle dit dans ce passage ? Grosso modo, elle parle d'une sorte de crush honteux, quoi.
Voilà, personne ne va jamais dire d'une personne qui est pas très très belle à qui vous sortez qu'elle est plutôt mignonne. C'est ce qu'elle développe un petit peu dans ce chapitre-là. Euh, c'est drôle parce que ça pousse une sorte de situation ridicule, mais en fait, ça suppose que les femmes pourraient avoir des attirances un peu irrationnelles, qu'elles devraient un petit peu cacher. Vous voyez ce que je veux dire? On devrait cacher un crush dont on sait qu'il n'est pas particulièrement beau. En particulier si vous l'avez sur, je sais pas, quelqu'un que tout le monde connaît dans votre entourage, un ami proche, un collègue, ce genre de choses, bon bref. Et ça s'inscrit dans un thème qui va être récurrent dans le livre, à savoir la honte sociale. Il y a beaucoup de chapitres qui tournent autour de choses qu'il faudrait désavouer, voire ne jamais admettre en public. Et donc là, voilà, vous voyez, si vous avez un petit ami et que vous savez au fond de vous qu'il est moche, c'est vraiment dur de dire ça, bah ne le présentez pas à vos copines parce que personne va vous dire qu'il est mignon, quoi. Bon. Par rapport à ce qu'on a vu, c'est un peu le moins problématique. Ça propage pas de stéréotypes nocifs, c'est juste pas particulièrement sympathique, quoi. Bref, règle numéro 5. On ne portera jamais de manteau blanc. Vous rigolez, même en portant du noir, on arrive à dégueulasser les manches. Bon là, ça fait partie des règles qui, je trouve, n'ont aucun ressort comique. Bref, grosso modo, c'est une forme d'autodérision, on va dire. Effectivement, bon voilà. Non mais je sais même pas. En fait, j'ai du mal à comprendre en fait ce qu'elle a voulu dire. Il y a peut-être un décalage entre le manteau blanc et le fait d'être sale, mais bref. Ce qui m'agace là-dedans, c'est que ça sous-entend encore une fois que les femmes sont extrêmement attachées à leur apparence, en particulier à ce qu'elles portent. On l'avait déjà vu avec leur coiffure, et que du coup, une tache sur un vêtement pourrait être quelque chose d'important dans une journée, quelque chose de potentiellement grave. Et c'est un stéréotype qui reste évidemment particulièrement léger, qui repose un peu plus sur, on va dire, l'expérience quotidienne que sur une vision genrée des codes sociaux. Mais le problème, c'est que c'est un aspect qui est tellement révélateur dans le livre. Il y a tellement de situations qu'on va voir dans les prochaines vidéos qui sont montrées comme étant des situations typiquement féminines où les femmes sont extrêmement attachées à des détails purement matériels, très prosaïques, qui finalement dresse, je trouve, un portrait extrêmement négatif des femmes. Elle essaye de proposer aux femmes de sortir de certaines formes de stéréotypes en les enfermant systématiquement dans ces stéréotypes. Ça, c'est... Alors d'ailleurs, elle aurait pu faire la même blague, simplement avec des personnes particulièrement maladroites. Si vous êtes maladroite, évitez les vêtements qui se tachent. Enfin bon, vous voyez l'idée, quoi. On va le voir au fur et à mesure. Donc là, c'est une sorte d'introduction. Donc je vous ai dit, on va faire 6 vidéos. On va voir à chaque fois 5 règles. Et vous allez voir à quel point, en fait, à force de répétition de ces stéréotypes, à force d'enfermement dans des essentialisations, on finit par avoir, au cours de cette lecture qui au départ m'avait pas trop choqué, un regard de plus en plus acerbe et de plus en plus agacé. Parce que là, vous pourriez vous dire, il exagère un petit peu quand même, Stéphane de la Fabrique du Progrès. C'est pas méchant jusque-là. Mais là, je vous en ai lu 5. Moi, j'ai lu tout ça en 2 heures. Je me suis tapé les 30 règles, j'ai lu ce qu'il y avait. Il y a des trucs que j'ai lu en diagonale, parfois je vais pas vous le cacher. En fait, au bout d'un moment, je vous garantis que vous finissez par vous dire, là, il y a un problème, en fait. Là, il y a vraiment un truc, parce que là, en fait, c'est un portrait qui est dressé des femmes qui est le portrait qu'un masculiniste pourra en faire sur les réseaux sociaux. Et c'est de la bouche d'une femme qui s'est prétendue féministe, qui a inspiré parfois quelques femmes, et c'est sorti en 2013 et c'est récent. Et j'ai hâte de vous montrer la suite. Et donc la suite, demain. Non, pas demain. Justement, ça va être un fil rouge. Je vous les éparpillerai un petit peu au mois d'août pour pas que pendant 5 jours, si ça vous amuse pas du tout, pendant 6 jours du coup, que vous vous tapiez 6 jours d'affilée de La femme parfaite est une connasse. Donc je vais éparpiller ça un petit peu, le 5 août, le 9 août, le 13 août, j'ai dit de date au pif. Ne les notez pas dans votre agenda. Je ne sais pas s'il existe une seule personne qui note sur son agenda la date de sortie de mes vidéos, parce que c'est tous les jours à 17h, sauf le week-end à 10h. Mais vous voyez ce que je veux dire. Bref, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, et on se fait les règles 6 à 10 un petit peu plus tard. Salut les amis.